Bonjour, merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation, l'invitation d'Infocom CGT, pour parler aujourd'hui des violences policières dans un contexte un peu particulier, puisque cet été, on a connu quand même des insurrections urbaines suite à la mort du jeune Naël le 27 juin à Nanterre. Donc, je vais vous présenter tout d'abord. On va essayer de décrypter ce qui se passe en ce moment en France. Donc, Patrick Baudouin, vous êtes président de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Merci d'être venu. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialiste de la justice pénale internationale. C'est parce que vous êtes président de la LDH que vous êtes ici. Vous nous parlerez tout à l'heure un petit peu du rôle de la LDH dans ce contexte un peu de violence policière en France, puisque je crois que vous êtes en lien, en tout cas, avec l'Observatoire des libertés publiques sur le terrain. Maître Harry Halimi, vous êtes avocat spécialisé dans la défense des victimes de violences policières. Merci d'être venu. Merci à vous. Vous avez défendu des personnalités, des victimes en tout cas de violences policières. J'en cite que quelques-uns parce que vous en avez pas mal à votre actif. Mais il y a Rémi Fraisse qui avait été victime en 2014 des manifestations contre le barrage de Sivins. Vous avez défendu aussi des lycéens pendant les manifestations contre la loi travail. Vous me dites si je me trompe. Vous avez défendu des gilets jaunes et notamment Geneviève Leguet en 2019 qui avait été brutalisée par des forces de l'ordre en pleine manifestation. Vous avez été également l'avocat d'Amar Ben Mohamed, qui est un policier lanceur d'alerte au sein de la police, qui avait dénoncé un peu des actes de racisme. Et tant d'autres, en tout cas. Voilà. Donc, merci d'être là. Et voilà, j'en profite aussi pour dire que vous avez déjà sorti un livre en 2021, Le coup d'état d'urgence, surveillance, répression et liberté, aux éditions du Seuil. Et là, vous sortez le 14 septembre prochain un nouveau livre qui s'intitule L'État hors la loi, aux éditions de La Découverte. L'État hors la loi, logique des violences policières, c'est le sous-titre. D'accord, sous-titre, logique. Ouais. On est donc dans la thématique du débat d'aujourd'hui. Donc, face à ça, la première question que je vais vous poser, alors à l'un ou l'autre... j'ai oublié de présenter notre camarade Julien Gicquel, pardon. Moi, j'ai pas fait de livre. Voilà, qui n'a pas sorti de livre, mais qui est quand même utile, qui est secrétaire général adjoint du syndicat Infocom CGT. Tout à fait. Syndicat qui représente les métiers de l'information et de la communication, et qui a fait beaucoup parler de lui, justement, avec toutes ces affiches campagne un peu choc, et notamment les affiches contre les violences policières que vous pouvez voir derrière moi. Tout à fait. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Donc la première question, qui est un peu générale, que je vais vous poser aux uns et aux autres, y a-t-il, selon vous, donc une crise du maintien de l'ordre en France aujourd'hui? Vous avez 4 heures. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, je commence, tu compléteras. Monsieur Baudouin. Oui, une crise du maintien de l'ordre, la réponse ne paraît pas poser beaucoup de problèmes. Oui, une crise du maintien de l'ordre importante, qui est de plus en plus importante, qui n'est pas nouvelle. La question du maintien de l'ordre à la française, ça remonte à de nombreuses années. Ce qu'on peut quand même relever, c'est que, on ne va pas remonter trop loin dans le temps, mais si on prend l'année 2023, on en voit quand même vraiment tous les aspects, et les aspects les plus graves. Bon, on a commencé avec les manifestations sur la loi retraite, qui se sont à peu près correctement déroulées jusqu'au moment où le texte a été adopté de façon définitive par le Parlement. Ensuite, il y a eu un mouvement tout à fait légitime de véritable révolte face à la surdité du pouvoir qui n'a rien voulu entendre de revendications légitimes, populaires et majoritaires dans le pays. Et à compter de ce moment, il y a une nouvelle manifestation avec un comportement des forces de police tout à fait inadmissible et violent. Alors on ne va pas tout détailler, on y reviendra peut-être tout à l'heure, le comportement des policiers dans les manifestations, avec le recours à des unités spécialisées qui sont des unités elles-mêmes violentes et non préparées en réalité au maintien de l'ordre. Bon, je pense au Bravem, la BAC, etc. Et puis des méthodes, le recours aux lanceurs de balles de défense, aux LBD, qui n'ont rien d'autre que... Ce qu'on appelle les armes non létales et voilà, les armes non qui font quand même du mal. Bien sûr, qui sont extrêmement dangereuses, qui peuvent éborgner, qui peuvent tuer.
Et puis les grenades, y compris les grenades les plus dangereuses. Enfin bon, on peut multiplier les exemples. On l'a vu aussi à Sainte-Soline, lors de ce rassemblement. On en pense ce qu'on veut, mais c'était un rassemblement qui reposait sur des revendications parfaitement légitimes, qui sont dans le débat public, de savoir si les méga-bassines, c'est bien ou pas bien. C'est un vrai sujet qui mérite discussion. La manifestation était pacifiste. Et la manifestation était pacifiste. Et là aussi, la violence a été absolument inouïe. Une violence inouïe. Avec des entraves apportées au secours, bon, toutes choses qui ont été dénoncées par la Ligue des droits de l'homme. Alors, après maintien de l'ordre, je laisserai Harry Halimi compléter. Moi, ce que je voudrais dire pour la Ligue, c'est qu'on peut multiplier les exemples. Bon, bien sûr, on y reviendra sans doute, les refus d'obtempérer qui donnent lieu à, l'année dernière, rien moins que 13 morts, je crois, ce qui est quand même là aussi une spécificité, une véritable exception française. Je pense que le vrai problème, il est politique, d'abord. Il est politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle de la part des forces de l'ordre, et puis il y a toute une série de méthodes du maintien de l'ordre à revoir, ce que se refuse à faire le pouvoir, dont on voit très bien qu'il est de plus en plus dépendant de sa police. Et ça, on l'a vu avec les déclarations du directeur de la police nationale, du préfet de police de Paris et du ministre de l'Intérieur lui-même, qui se sont littéralement couchés devant les syndicats de policiers les plus extrémistes, lorsque un policier s'est retrouvé placé en détention provisoire. Donc on voit très bien qu'on est vraiment dans une situation critique, de crise, et très très dangereuse pour le maintien du lien social. Et on a beau, à la Ligue et avec beaucoup d'autres partenaires, dont vous-même ici, on a beau essayer de faire des suggestions, des revendications, des critiques, on n'est pas entendu. Et tant qu'on ne sera pas entendu, je crois qu'on ira vers le pire. D'accord. Donc, Maître Halimi, effectivement, état violent, police violente, il y a un lien qui de l'œuf ou la poule. Déjà, je pense qu'il faut resituer quelques termes. Vous parlez de maintien de l'ordre. Il n'y a pas que dans le maintien de l'ordre qu'il y a des violences. Le maintien de l'ordre, c'est quoi ? C'est l'expression de l'État lorsqu'il doit intervenir sur la voie publique, et uniquement sur la voie publique, lorsqu'il y a des manifestations qui sont, rappelons-le, un droit constitutionnellement garanti, et notamment, on l'a vu, dans le cadre de l'expression syndicale, ou lorsqu'il y a des attroupements, c'est-à-dire lorsque ces manifestations dérivent dans quelque chose qui n'est plus vraiment autorisé, toujours sur la voie publique. Ça, c'est le maintien de l'ordre. Des violences dans le maintien de l'ordre, on en a vu énormément, et elles se sont accrues, effectivement, parce qu'il y a eu une modification de la stratégie du maintien de l'ordre depuis, une dizaine d'années à peu près. On a vu les grands moments de la modification de la stratégie du maintien de l'ordre. Avant, on parlait de maintien de l'ordre à la française. C'était quoi ? C'est on garde les manifestants à distance, on considère que c'est une population civile qui s'exprime et qui exprime collectivement ses opinions, et donc on doit faire extrêmement attention à ne pas entrer en contact avec eux lorsqu'on est policier, CRS, gendarmes mobiles, ça ce sont les compagnies traditionnelles du maintien de l'ordre, et donc on les tient à distance et on gère les flux. Le maintien de l'ordre, c'est une stratégie, et donc c'est de la gestion intelligente des flux pour éviter des débordements et également protéger les manifestants. Ça, on l'oublie souvent. Et ça, cette stratégie, alors, de manière un peu mythique, on considère que pendant les mai 68, c'était plus ou moins appliqué. En fait, il y a quand même eu pas mal de morts et de blessés pendant les années 60, en maintien de l'ordre. Mais c'est vrai qu'il y a eu une rupture. Et on peut situer la rupture à d'abord Nicolas Sarkozy, mais surtout au moment de Nuit debout, des manifestations et des mobilisations loi travail, où on a commencé à avoir les premiers éborgnements, et notamment des syndicalistes ou des étudiants qui ont perdu un œil. À cause de quoi ? À cause de ces armes que Patrick Baudouin rappelait tout à l'heure, ces armes qu'on utilisait avant dans les quartiers populaires, mais qu'on a introduit dans le maintien de l'ordre, qu'on appelle
arme intermédiaire ou arme moins létale, sublétale, peu importe, en tout cas des armes dont le nom est là pour euphémiser la réalité. Parce que ça reste des armes. Bah oui, et qui tuent. Et là, on en a eu un exemple à Marseille récemment, pendant les émeutes à la suite du décès de Naël. On a vu qu'un LBD 40, des munitions de LBD 40, tuent. Et qu'elles ne sont pas là que pour empêcher ou neutraliser. Et qu'elles ont tué Mohamed Ben Brice, par exemple. 28 ans, qui était... Je parlerai de... Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces armes-là qui ont été introduites et qui ont causé énormément de mutilations, encore plus pendant le mouvement des Gilets jaunes, là, ça a été l'apogée, parce qu'elles ont été utilisées à tout va. Il y a également des unités spécialisées, Patrick le rappelait également, et évidemment, les braves M, qui sont quoi? C'est un agrégé des brigades anticriminalité qui, là aussi, émanent des quartiers populaires. Elles ont été créées pour les quartiers populaires. Puis les CSI, Compagnie de sécurisation et d'intervention, là aussi, créées par Nicolas Sarkozy, pour les quartiers populaires. Et on les a intégrés dans le maintien de l'ordre. Et dernièrement, encore de nouvelles unités, puisqu'on a intégré les BRI et le RAID, qui n'ont strictement, alors là pour le coup, rien à voir avec le maintien de l'ordre parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça, créés pour les opérations spéciales, et on voit qu'il y a une accentuation de la violence et de l'utilisation de forces extrêmement lourdes contre des manifestants. Donc pour résumer, ça c'est pour le maintien de l'ordre. Ça c'est pour le maintien de l'ordre. C'est ce qui explique la quantité de violence, et de mutilation et de morts. Mais il y a également les violences dans les quartiers populaires qui ont été un lieu d'expérimentation des armes et des unités, justement, qui ont surtout lieu au moment des contrôles d'identité, c'est-à-dire les contrôles au faciès. D'abord des contrôles au faciès qui sont dénoncés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des contrôles discriminatoires. Mais aussi parce qu'ils donnent lieu à une confrontation avec les policiers, à des violences policières, à des interpellations illégales quelquefois, à des poursuites injustifiées. Et enfin, on a un troisième type de violence qu'on peut aujourd'hui isoler, ce sont ces violences au moment des contrôles routiers. Et on l'a vu, depuis 2017, il y a eu une modification de la loi, c'est l'article dit L435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui est censé être venu élargir les conditions de la légitime défense, mais pas vraiment. En tout cas, ce sont les interprétations qui ont été données de cet article qui ont élargi les conditions de la légitime défense et qui a donné lieu à un usage disproportionné et souvent abusif des armes à feu par les policiers, quelquefois au moment de refus d'obtempérer, quelquefois au moment de véhicules qui ne s'arrêtent pas, on ne peut pas qualifier ça, et qui ont donné lieu à des morts et des passagers et des conducteurs. Voilà globalement le schéma sur de l'augmentation des violences policières en France. Sur cette loi de 2017 qui est passée sous François Hollande d'ailleurs. Oui. Et Cazeneuve précisément. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer ce qui change finalement pour un policier justement qui, vous parliez de légitime défense qui avant était la même pour tous citoyens y compris pour les forces de l'ordre, et avec cette loi de 2017 elle donne la capacité aux policiers de juger, vous me dites si je me trompe, subjectivement le danger auquel il est confronté et d'y apporter une réponse que lui estime proportionnée ou pas. C'est un peu plus complexe. La légitime défense, c'est toujours une appréciation personnelle, que ce soit pour les policiers ou les non-policiers. C'est après que le juge... Pour un juge, voilà, c'est ça. C'est après, mais a posteriori, pas au moment de l'acte. Quand vous avez une arme et que vous êtes policier et que vous allez tirer, évidemment, vous n'allez pas demander à un juge avant de tirer. Ça va de soi. Le juge va apprécier a posteriori si les conditions de la légitime défense, à savoir la nécessité, la proportionnalité, nécessité de tirer, c'est-à-dire qu'il y a un péril imminent, un danger immédiat, c'est-à-dire qu'il y a une urgence, pas après, pas bien avant, mais au moment de l'urgence. Exactement. Et la proportionnalité, c'est-à-dire que l'arme que vous allez utiliser ou la force que vous allez engager est proportionnelle à celle qui est engagée contre vous. Vous ne pouvez pas utiliser une arme à feu si vous avez quelqu'un qui est avec ses poings. Voilà, pour résumer. Mais non, pour vous répondre, c'est un peu plus complexe. L'article L435-1, il faut rappeler peut-être son histoire très rapidement, il a été adopté à la suite du mouvement des policiers en colère. Le mouvement des policiers en colère, ce sont ces policiers qui, cagoulés, en noir, la base, sans syndicat, sont après les affaires de Magnanville, ces deux policiers qui ont été tués par un terroriste, et l'affaire de Viry-Châtillon,
des policiers une voiture de police qui a été incendiée avec des policiers qui ont été brûlés, mais avec pas mal de personnes qui ont été interpellées qui finalement ont été acquittées. C'est aussi un autre scandale judiciaire. 3-4 ans en prison, Ouais. À la suite de ces deux affaires, il y a eu ce mouvement de policiers en colère et les syndicats ont été déplacés par la base. Et donc ils ont été voir François Hollande. François Hollande leur a dit « Vous inquiétez pas, on va se débrouiller, on va alléger les conditions d'usage des armes en les alignant sur les gendarmes. » Il donne la patate chaude à Bernard Cazeneuve, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve demande à une commission juridique de rendre des comptes. Ils émettent un article qui va être complètement modifié par le Sénat, qui va transformer cet article. Et on a un article 435-1, ni fait ni à faire, qui est incompréhensible, qui rappelle les conditions de la légitime défense. Donc ça ne change pas. La nécessité et la proportionnalité au tout début de l'article. Et pourtant, on a le DGPN, le directeur général de la police nationale, qui le lendemain va prendre une note en disant « Vous pouvez y aller, les gars ». Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup plus de tirs. Donc ça n'est pas véritablement légalement un élargissement des conditions de la légitime défense, mais l'interprétation qui en a été donnée. Qui est faite de la loi, d'accord. Juste un petit point quand même sur l'article, c'est vrai, hein, tout ça, bien sûr. Mais l'article lui-même comporte quand même la part de subjectivité accrue que vous évoquiez tout à l'heure. Parce que ce qu'il dit de mémoire, c'est que quand il y a un refus d'obtempérer et que le conducteur donc refuse de s'arrêter, s'il prend la fuite, le policier peut faire usage de son arme, de son arme si ce conducteur est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique ou à la vie des policiers ou de toute autre personne. Donc c'est l'expression « est susceptible de » qui quand même en elle-même comporte cette part de subjectivité accrue. Et deuxièmement, c'est ce que disait Arié, ensuite il y a eu une circulaire qui a accentué la possibilité d'une sorte de libre arbitre pour les policiers et presque d'encouragement à faire usage des armes. Donc, on le voit très bien sur le site du collectif des Armonlés, qui liste tous les faits de violence policière, alors les décès mais aussi les mutilés. Et on voit très bien que ces dernières années, parce qu'ils ont classé ça par année, les refus d'obtempérer, enfin les présumés refus d'obtempérer sur des contrôles routiers ont explosé, quoi. Oui, et puis c'est l'usage des armes qui a explosé. C'est documenté par les journalistes, et vous avez des personnes comme Jean-Paul Benjamin qui a été tué à Aulnay, Souhaïl El-Khalfaoui à Marseille, Naël, et bien évidemment, dans les mêmes conditions, vous avez eu, entre 2016 et 2017, c'est-à-dire l'année de cet article, je crois une multiplication par 5 du nombre de tués par tir policier au volant. Voilà, pour donner un peu les chiffres. Okay. Bon, juste pour revenir sur les propos d'Arié sur le maintien de l'ordre, effectivement, en 2016, on a constaté un changement radical des violences policières, avec une omniprésence. Parfois, on manifestait, les policiers étaient à 1,50 m de nous. En fait, ils n'ont pas réussi à contrôler le mouvement Black Bloc. Et du coup, ils ne savaient pas comment gérer, c'était nouveau pour eux, donc ils ont frappé dans le tas. Et nous, effectivement, en tant que syndicalistes, on n'avait pas l'habitude de ça, parce que c'était réservé essentiellement, à ce que disait Arié, au quartier populaire. Donc, ils se sont essayés pendant des années dans les quartiers populaires. Donc, ce qu'ils ont appris dans les quartiers populaires, ils l'ont retranscrit dans la rue. Il y a ce déplacement des quartiers. Depuis 2016, on a ressenti effectivement. Après, on est dans la continuité, parce qu'après, effectivement, il y a les Gilets jaunes, le mouvement de la réforme 2019-2020, contre la réforme des retraites, et puis encore cette année. Donc, effectivement, depuis 2016, il y a eu un changement radical, pourtant sous un gouvernement dit de gauche. On n'a jamais autant subi de violences policières, et le maintien de l'ordre a été géré tout à fait différemment. D'où les revendications qu'on formule quand même pour la suppression de l'article que tu évoquais tout à l'heure, la loi de 2017, le fait qu'il devrait y avoir aussi, c'est un autre sujet, mais qu'on peut aborder une réforme de l'IGPN, parce que c'est quand même la police qui juge la police, ce qu'on a dit à plusieurs reprises, et puis un changement de doctrine du maintien de l'ordre avec la suppression de l'usage des armes qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, LBD et grenades, qui sont classifiées comme armes de guerre. C'est quand même une classification d'armes de guerre. Et le dernier point extrêmement, ne plus recourir à des unités qui ne sont pas dédiées au maintien de l'ordre, et puis une formation des policiers qui n'existe pas aujourd'hui et qui est absolument indispensable, entre autres. On l'a vu à Marseille avec... je crois que c'est tu défends malheureusement la femme du défunt qui a été tuée par le RAID.
On sait que c'est des policiers surentraînés, mais pas qu'ils ne sont pas capables de faire du maintien de l'ordre. Et quand on sait qu'ils s'entraînent toute la journée, on peut difficilement croire qu'un policier qui a tiré au beanbag, donc c'est des petites billes qui sont envoyées, des policiers qui sont surentraînés, quand ils tirent, c'est pour blesser ou voire tuer. Donc c'est pas un accident. C'est pas une bavure policière. Pour moi, c'est un assassinat. Justement, vous parliez de l'IGPN, parce que début juillet, le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, a fait part en fait, de ses préoccupations face aux violences en France. Il recommande, je cite, une réflexion sur l'organisation du maintien de l'ordre. On a aussi le Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies, qui s'est ému du racisme au sein des forces de l'ordre. On sait que la CGT Police, par la voix de son secrétaire général, Anthony Caillé, demande aussi une réforme en fait, de l'institution, plus d'indépendance. Qu'est-ce qu'on peut faire justement ? Est-ce que ça passerait par cette instance de contrôle qu'il faudrait réformer, selon vous ? Comment on peut réussir à faire cohabiter l'expression de la population, que ce soit dans la rue, mais que ce soit aussi dans la liberté de mouvement, de circulation? Comment on peut faire cohabiter ça avec une forme de maintien de l'ordre et une paix, en fait, une paix en France, quoi. Comment... Je laisserai Arié compléter. Moi, je voudrais juste relever par rapport à ce que vous venez de dire, parce que ça me paraît très important. Parce que ce qu'on nous dit, la Ligue des droits de l'homme, puis vous, et puis quelques autres, vous êtes toujours en train de critiquer la police, et quid, les policiers, quand eux-mêmes ils sont, etc. Sauf que à l'extérieur, le comportement de la police française, enfin le maintien de l'ordre à la française, pour revenir à votre expression de départ, est vilipendé. Il y a eu aussi, vous avez évoqué le haut-commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, il y a les rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Bon, à l'intérieur même de la France, il y a la Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, les journalistes étrangers qui font des enquêtes et qui viennent voir ce qui se passe en France au niveau de la police sont très très étonnés du comportement des forces de police. Il y a eu très récemment, enfin il y a quelques semaines, quelques mois, dans Le Monde, un très très bon article de 2 pages comparant les systèmes de la France et pays avoisinants. Et on voit très très bien qu'il y a une réforme indispensable qui passe notamment par la réforme de l'IGPN. Alors là, je laisse peut-être Arié compléter sur les propositions qui existent, ce qui existe ailleurs, ce qu'on pourrait proposer, de façon à ce qu'il y ait une autorité vraiment indépendante qui puisse juger le comportement des policiers. Outre l'aspect de la justice, du rapport de la justice et de la police, et quand même de la très très grande mansuétude dont a fait preuve la police pendant trop longtemps à l'égard des violences policières. Maître Halimi, votre avis? C'est une question super vaste. Je crois qu'il n'y a pas qu'un seul angle qui doit être traité. Il y en a une multitude. Quand on parle de... C'est un mot qui semble fâché dans le débat médiatique ou politique, du mot systémique. Quand on accole le mot systémique quelque part, ça semble fâché. On dit tout de suite « Ah, c'est une réflexion... islamo-gauchiste, ou c'est une réflexion d'extrême gauche. Mais quand on parle de systémique, ça veut dire qu'on parle d'un système. Et un système, c'est pour le distinguer justement des actes isolés. Des actes individuels, isolés, conscients ou inconscients. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il doit y avoir, par exemple dans l'institution policière ou de manière générale dans l'État, un certain nombre de dysfonctionnements qui aboutissent et facilite et favorise les violences policières. C'est ça quand on parle de violences policières systémiques, ou violences policières tout court, si ça suffit en soi pour parler de systémique, c'est de ça dont on parle. Et c'est vrai que quand on parle de racisme systémique, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas suffisamment de formation contre les discriminations, et que, évidemment, quand il y a des personnes qui ont des a priori dans la police ou ailleurs, mais là on parle de la police, eh bien, cette personne va peut-être avoir un passage à l'acte plus spécifiquement sur une personne qui est noire, arabe, qui est habillée d'une certaine manière comme venant des quartiers populaires, parce qu'elle se dit tout de suite, c'est une racaille, et moi je suis là pour lutter contre les racailles, contre les délinquants, et il y a une assimilation globale de tout ça. C'est de ça dont on parle quand on parle de racisme systémique, c'est-à-dire qu'il y a un problème de formation, un problème de recrutement, un problème de pédagogie, un problème de sanction. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire aujourd'hui il y a un seul
angles à traiter. Si on parle de l'IGPN c'est quoi? C'est l'Inspection Générale de la Police Nationale, il y a c'est-à-dire la police des polices, les bœufs carottes. Il y en a même pour les gendarmes, l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Mais vous savez, en France, ces institutions policières ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des violences policières ou des violences de gendarmes que vous avez recours automatiquement, quand vous êtes procureur, à l'IGPN ou à l'IGGN. Vous pouvez demander à n'importe quel service de police de s'en occuper. Et quand on en réfléchit, on se dit, bon, ils sont un peu plus expérimentés quand même pour juger de la police, l'IGPN et l'IGGN. Mais déjà, vous voyez, par exemple, on ne donnera jamais d'infraction commise par un policier à être enquêté par l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, parce qu'on considère qu'il y a une guerre des polices et que les gendarmes vont être trop sévères avec les policiers. Une concurrence... Il y a peut-être quand même déjà une forme de volonté de protection des policiers quand on a créé un système qui s'appelle l'IGPN. Mais l'IGPN peut être saisi, dites-moi si je me trompe, par des usagers, des particuliers, puisqu'ils ont recensé aussi... moi, je suis victime, par exemple, d'une discrimination de police à un contrôle. J'ai le droit de saisir l'IGPN qui, dans son rapport... Alors, en France, quand vous êtes victime de violences policières, vous pouvez saisir, théoriquement, n'importe quel service, n'importe quel commissariat de quartier, n'importe quelle antenne de police. Vous pouvez saisir évidemment l'IGPN. En principe, vous y allez, vous déposez plainte. Ils ont l'obligation de prendre la plainte, évidemment, et ils sont censés ouvrir une enquête ou demander au parquet s'il ouvre une enquête. Dans les faits, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans les faits, c'est tout le contraire même. C'est-à-dire que vous ne pourrez pratiquement jamais déposer une plainte contre un policier dans un commissariat de police. On vous dira non, c'est pas à moi. Allez voir l'IGPN. Déjà, c'est une illégalité en soi. Et l'IGPN, le problème, c'est qu'il y a 5 antennes en France. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut déposer plainte. Quand vous allez sur le site internet, on vous dit qu'il y a une plateforme, vous pouvez faire des signalements. Ces signalements ne sont pas des plaintes. Et donc, ils ont le droit de les prendre en considération ou pas. Et on le voit, la plupart des personnes qui ont déposé ce signalement ou cette pré-plainte sur la plateforme n'ont pas eu de suite. Donc, il faut aller directement là-bas. Là-bas, c'est compliqué parce que c'est un seul endroit. Quand vous êtes à Paris ou dans la région parisienne, il faut aller à Paris. On vous dit de revenir une fois que vous avez pris un rendez-vous. Vos blessures, elles vont disparaître. C'est-à-dire que les UMJ, l'unité médico-judiciaire, c'est-à-dire l'unité qui est saisie par les policiers lorsque vous avez des blessures, pour constater ces blessures judiciairement, eh bien, le temps que vous y alliez, eh bien, vous avez déjà plus d'hématomes. Vous voyez, tout est fait concrètement pour décourager, pour décourager et pour que les préjudices disparaissent et que les preuves disparaissent. Les vidéos surveillance qui permettent très fréquemment d'obtenir des images de ces violences. Si vous ne pouvez déposer plainte à l'IGPN qu'au bout d'une semaine et qu'ils ne le prennent finalement et qu'ils ne demandent les vidéos qu'au bout de 2 semaines supplémentaires, eh ben, vous avez de grandes chances que ces vidéos aient disparu parce qu'elles doivent être détruites au bout de 30 jours à Paris et encore moins dans certaines autres villes. Voilà pour vous dire qu'il y a une succession, mais on ne pourrait pas en faire la liste aujourd'hui, de dysfonctionnements, voire même de normes qui ont été érigées pour empêcher délibérément que les policiers soient inquiétés, éventuellement poursuivis pour les violences policières. Malgré ça, vous faire l'avocat du diable, même si c'est pas mon métier comme le vôtre, mais l'IGPN, dans son dernier rapport, dans son dernier rapport publié, donc qui date le rapport 2021 qui a été publié à l'été 2022, ils ont quand même recensé 1093 enquêtes judiciaires sur demande du procureur de la République ou juge d'instruction. 6 000 signalements. Alors j'ai pas la proportion, mais en tout cas j'ai pas trouvé si facilement. Et 47% d'entre elles portent sur des allégations de violence quand même. Donc et je crois que c'est en légère augmentation par rapport à l'année 2020. Ce n'est que le dessus de l'iceberg. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. À l'IGPN, vous n'aurez des chiffres qui correspondent à un nombre infinitésimal de la réalité de ces violences, compte tenu des filtres qui sont mis et des obstacles qui sont mis au dépôt de plainte. Voilà. Et à la fin, il ne reste pas grand-chose en termes de poursuite, parce que le nombre de classements sans suite ou de non-lieu quand on est en instruction, il est plus que majoritaire. Donc quand je vous dis que tout le système policier et judiciaire est mis en branle et a été créé pour empêcher les victimes d'obtenir justice et les policiers d'être poursuivis, c'est pas difficile de le dire et de l'affirmer. Pour toi, Ariel, c'est pas l'IGPN qu'il faut réformer, c'est carrément la police?
réformer la police, je sais qu'il y a pas mal d'idéologie là-dessus, d'enlever les fonds à la police, c'est des grands désarmer mots. Désarmer la police, c'est des grands mots. Ce sont des grands mots. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Et c'est facile d'avoir ce type de grands mots et ce type d'expression. Il faut peut-être déterminer où ça ne va pas et envisager des réformes. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, de toute manière, le pouvoir politique ne veut pas. C'est ça, je veux dire qu'il y a une volonté politique. Et est-ce qu'elle est là, d'après vous En tout cas, là, on voit quand même qu'ils sont embêtés parce qu'il y a des faits aujourd'hui qui remontent et qui sont médiatisés. Pardon, non. Vas-y. Non, simplement sur ce point, il n'y a aucune volonté politique aujourd'hui, on l'a très bien vu. Maintenant, il y a peut-être, par rapport à ce qu'on vient de dire sur les poursuites, tous les avocats, et ça remonte avec Henri Leclerc, etc. Il y a plein de combats qu'on a menés dans le passé. On a tout le temps constaté, parce que c'est pas propre, là, il faut quand même le dire à l'époque macroniste, que les condamnations contre les policiers étaient mais très très minimes par rapport au nombre de violences qui avaient pu être commises. Il y a une sorte d'impunité qui prévalait et qui prévaut toujours. Alors peut-être qu'il y a un début de prise de conscience, je ne sais pas, enfin je suis peut-être exagérément optimiste avec ce qui se passe depuis quelques mois. Naël en particulier, c'est peut-être un électrochoc qui peut peut-être contribuer à un début de prise de conscience dans le milieu judiciaire. Dans le milieu judiciaire. Je ne dis pas dans le politique, hein. Attention, pas dans le politique. Dans le milieu judiciaire. Effectivement, bon, réforme de la police, etc., on peut mettre des grands mots, mais je pense que s'il y avait une volonté politique, il y a toute une série de réformes qui peuvent être faites. On les a évoquées, je ne vais pas être répétitif, les idées sont là maintenant. Mais les idées sont là, il y a quand même toute une série de choses il y a des spécialistes qui analysent et qui donnent de très très bons conseils qui malheureusement ne sont pas suivis. Donc tout ça est loin d'être insurmontable. Après, il y a 2 points, je voudrais juste revenir parce qu'ils ont été évoqués, l'un d'eux peut-être un peu rapidement. C'est les quartiers populaires, parce que c'est vrai que c'est quand même là où le problème existe, avec un comportement de la police qui ne peut que générer des situations de conflit et de violence, avec les contrôles aux faciès, on l'a évoqué, avec les amendes forfaitaires délictuelles qui tombent comme pluie abondante, enfin toute une série qui est visé, ce sont les personnes racisées, etc. Et l'autre aspect, c'est effectivement le racisme dans la police. Bon, c'est aussi qu'il faut absolument dénoncer. Moi, j'ai une petite nuance, je le dis ici, sur le terme systémique, il ne me choque pas du tout, et je pense qu'il est juste. Je pense qu'il est juste. Comme Ariel l'a défini, la définition est exacte, donc c'est juste. Il y a du racisme systémique, des violences policières systémiques. Ma seule interrogation à trop utiliser ce genre de terme, je le dis ici pour ouvrir le débat, elle est double. La première, c'est que je crois qu'on a quand même intérêt, et je sais qu'on en est d'accord, à essayer d'avoir des contacts et essayer quand même de ne pas rompre tous les ponts avec tous les policiers. Parce que comme toujours, tous les policiers ne sont pas racistes, tous les policiers ne sont pas d'accord, etc. Et il y a quand même... C'est pas facile, mais quelques syndicats de policiers ou quelques policiers avec qui on peut dialoguer. Et je trouve que d'utiliser ces termes, nous savons que ça les braque et ça empêche la possibilité parfois, et généralement même, d'ouvrir ce dialogue. C'est pas essentiel. L'autre aspect, c'est que je pense que quel est notre objectif, là comme ailleurs? Et je parlerai plus politiquement. Notre objectif, c'est d'arriver à une société plus juste, où les libertés sont respectées, de manifester, d'associations, qu'il n'y ait plus de violence. Notre objectif, il est très très clair. Mais pour parvenir à cet objectif, je crois qu'il faut qu'on voit quelle est l'évolution politique aussi du pays. Avec, c'est très manifeste, ça crève les yeux pour nous tous, avec cette montée en puissance de l'extrême droite. Et je ne voudrais pas qu'on utilise inutilement parfois des termes qui sont ressentis, il faut le dire, même si majoritairement dans la population comme étant des termes qui clivent, alors que ce n'est pas forcément utile. Bon, les violences policières, il faut les dénoncer sans réserve. Elles sont massives. Est-ce qu'on est obligé tout le temps de dire qu'elles sont systémiques? Non, d'ailleurs, on ne le fait pas à la Ligue. Je vous dis, on utilise le terme. Moi, il ne me brûle pas du tout la langue, c'est pas ça. Mais bon, les violences policières massives, ça passe parfois peut-être mieux pour essayer de convaincre. Et puis, de même, le racisme, il y a du racisme
abondant dans la police. Mais racisme systémique dans la police, ça peut être aussi, vous voyez ce que je veux dire. Systémique, ça ne veut pas dire systématique pour autant. Alors, non, mais Harry a très bien défini bien le sûr. mot. Non, mais... Il a raison, c'est pour ça que ça ne me choque pas. Par exemple, je ne suis pas d'accord, et toi non plus, je crois, avec racisme d'État, ce qui est tout à fait autre chose. Enfin, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans le débat. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on trouve dans ce combat pour le gagner, l'objectif étant de le gagner, d'être très très ferme sur nos principes, nos condamnations, nos revendications, nos projets. Et qu'on ait des projets, parce que si on est tout le temps seulement dans la condamnation de ce qui se fait, on ne fait pas rêver, pour être clair. Sûr. Alors, c'est un peu, là, j'élargis à autre chose en réalité quand je tiens ce propos. Je vais davantage peut-être sur le terrain aussi qui est sous-jacent dans ce qui se passe dans les violences policières. On l'a dit rapidement parce qu'on ne peut pas tout dire, mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est les inégalités, c'est la précarité, c'est le fait que beaucoup de nos citoyens et concitoyens vivent de plus en plus mal, c'est les services publics, c'est l'abandon ressenti par certains qui se sentent stigmatisés, oubliés, délaissés. Donc tout ça, ça forme tout, ce que je veux dire. Et quand on parle seulement des violences policières dont il faut parler, et on abonde sur la nécessité de manifester, etc., on y est, on y sera, on y restera, mais il faut qu'on soit sur... Voilà, des projets qui doivent être, et si je dis ça ici, c'est parce qu'on souhaite le faire avec les syndicats en particulier. Avec les syndicats. D'où l'idée d'un rassemblement, le 23 septembre, large, avec les syndicats, un certain nombre de collectifs, en liaison avec les politiques. Après, est-ce qu'on les intègre bien sûr, en liaison avec les politiques, évidemment, mais en particulier avec les syndicats. C'est pour ça que je souhaite insister sur ce point. On souhaite beaucoup travailler avec tous les syndicats. Je crois que les syndicats aussi... Après, il faut que les syndicats de police adhèrent, ce qui n'est pas forcément le cas. Nous, on voudrait tous gagner, effectivement. Mais en tout cas, la CGT, on a envie d'avancer sur ces questions-là. Oui, mais pour gagner, c'est mal barré, parce qu'encore hier, il y a un jeune de 16 ans qui s'est fait renversé par la police, et qui, malheureusement, sur la plupart des victimes, c'est souvent le même profil. Là, on cherche à savoir s'il avait le casque ou pas. Enfin, c'est ça le débat aujourd'hui, à savoir s'il avait le casque ou pas. À chaque fois, la même démarche. Et moi, j'aurais une question à vous poser en termes d'avocat. Une question qui sera la fin. Parce qu'on est toujours dans le même souci. Dès qu'un jeune ou un moins jeune décède, issu des quartiers populaires, on a tendance à sortir son pédigré pénal quasiment immédiatement. On a toujours un syndicat policier qui est sur... les différentes chaînes ou les radios sur les ondes en disant oui, mais cette personne était connue pour trafic de stupes ou autre. On essaie de vilipender, criminaliser la victime pour cautionner la violence policière et le meurtre de cette personne. C'est vraiment odieux. Et moi, je voulais savoir si déjà un syndicat policier peut avoir des infos, comment se fait-ce qu'ils puissent, eux, donner des informations qu'ils ont à titre professionnel et s'en servir syndicalement. Parce que dans une entreprise classique, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et eux le font. Donc... non, les syndicats ne sont pas censés avoir des informations sur une victime, ou si ils les ont, ils n'ont pas le droit de les diffuser. D'abord parce que c'est une violation du secret de l'enquête, puisque l'enquête se met en branle immédiatement après les faits, comme ceux d'hier, avec ce jeune homme de 16 ans qui a été... sur lesquels finalement les syndicats, la première chose qu'ils vont faire, mais il n'y a pas que les syndicats qui le font, il y a également les hiérarchies policières. Les services d'enquête vont collaborer avec les syndicats, vont transmettre ces informations, c'est-à-dire d'aller voir le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, pour voir si le jeune homme qui venait d'être tué par un véhicule de police avait déjà été, ne serait-ce que connu par les services de police, même pas condamné. Le but, effectivement, c'est de jeter l'opprobre. Pourquoi on fait ça? C'est un schéma classique, mais également la contextualisation à chaque fois, notamment pendant les émeutes. On va dire les policiers sont fatigués, ils n'en pouvaient plus, il y avait beaucoup de dangers, il y avait plein d'armes, et puis celui qui a été tué ou qui a été blessé, il était connu des services de police, pour déresponsabiliser ab initio les fonctionnaires de police et envisager ce qu'on appelle un fait justificatif comme la légitime défense. Mais globalement, vous parliez je pense qu'il faut élargir le débat, parce que là c'est une technique évidemment à chaque violence policière. Mais vous parlez des syndicats. Ce que l'on a aujourd'hui, et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, effectivement, on ne réglera aucun problème, c'est qu'on a un dialogue ou un duo État, police et syndicats de police qui dansent ensemble. On l'a vu après la mort de Naël et après les faits contredits. Un policier a été placé en détention provisoire. Vous avez les syndicats de police qui ont
fait une grève aux arrêts maladie en disant on ne va plus travailler. Vous avez le directeur général de la police nationale, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police de Paris, M. Nunez, qui les ont suivis en disant ils ont le droit, et il est inadmissible qu'un policier dans l'exercice de ses fonctions, même quand il a tué quelqu'un, soit placé en détention provisoire. Vous avez un communiqué de presse du syndicat Alliance qui appelle à la sédition et qui parle de nuisibles s'agissant de personnes dans la rue, de personnes éventuellement racisées, justement. Ce qui se passe, c'est que depuis très longtemps, on a un pouvoir politique faible, avec une très faible légitimité, et on le sait. Il y a un rapport inversement proportionnel entre la légitimité du pouvoir et l'exercice de la violence. Et donc, ils ont laissé la police faire. Et aujourd'hui, la police, l'institution policière, les syndicats de police savent qu'ils ont un pouvoir énorme sur le pouvoir politique. Et c'est la raison pour laquelle le pouvoir politique laisse tout faire. Et aujourd'hui, il y a une vraie menace sur les institutions démocratiques, parce qu'on est en train d'ériger l'institution policière en 4e pouvoir. Et là, évidemment, on n'est plus véritablement dans un état de droit si la police devient un pouvoir au lieu d'être subordonnée aux politiques. C'est ça le problème aujourd'hui. Surtout que le pouvoir judiciaire, du coup, est écarté de ce binôme, comme vous dites. Il est même menacé. Quand tu as le plus grand syndicat policier qui te dit le problème de la police, c'est la justice, tout est dit. C'était quasiment factieux, c'était factieux, notamment. Je vous remercie en tout cas, sauf si vous aviez quelque chose, un petit mot de la fin pour conclure, mais Julien, tu veux... Moi, j'aurais bien voulu qu'on parle très rapidement de ce qui s'est passé avec le ministère de l'Intérieur lors de sa prise de parole à l'Assemblée nationale, qui parlait de la LDH. C'est tout, ça fait un tollé, et ça serait bien qu'on finisse. Oui, ça remonte à quelques mois maintenant, parce que de mémoire, c'était début avril. Donc effectivement, à l'Assemblée nationale, après Sainte-Soline, puisque... l'affrontement au sujet des manifestants contre les méga-bassines. Comme nous avions à la LDH des observateurs, observatrices qui étaient présents sur le terrain à Sainte-Soline et qui ont pu constater ce déchaînement, il faut le dire, de violences inutiles, policières et l'absence de secours, l'entrave apportée au secours pour un ou plusieurs manifestants. Ça a beaucoup chagriné, et pire que ça, Monsieur Darmanin, qui, 48 heures plus tard, sur la question d'un parlementaire, est venu dire, question sur les subventions accordées à la LDH, il faudrait y regarder de plus près en fonction des actions qu'elle mène. En fonction des actions qu'elle mène. Donc c'était une menace à peine voilée, consistant à dire si les actions que vous menez plaisent au prince, en l'espèce Monsieur Darmanin, vous aurez peut-être un peu de sous, une manne qu'on vous donnera. Si en revanche ça ne nous plaît pas, on se réserve de couper le robinet. Alors, ce qui a été encore plus grave, c'est 8 jours plus tard, Madame Borne, interrogée à peu près sur le même sujet, Madame Borne, Première ministre, qui, elle, est allée même en un sens encore plus loin, puisque elle est venue dire « je comprends plus très bien certaines prises de position de la LDH ». Bon, après tout, ça peut être son droit, mais en ajoutant que, notamment parce que nous avions contesté les arrêtés qui interdisent le port d'armes, ce qu'on appelle des armes par destination lors des manifestations. Bien sûr, on est contre l'usage des armes dans les manifestations, les armes elles-mêmes. D'ailleurs, c'est un délit pénal, donc il n'y a pas besoin de le dire. Mais par contre, ce qu'on appelle les armes par destination, ça peut être un casque, ça peut être, Badinter disait en son temps, ça peut être un code pénal que je trimballe avec moi lors d'une manifestation. Je peux m'en servir comme arme par destination. Pourquoi pas? Donc, et surtout, elle est venue dire qu'elle s'étonnait, alors le terme m'échappe sur le moment exact, peut-être Ariel s'en souviendra, d'une certaine proximité de la Ligue avec l'islamisme radical. L'islamisme radical. Bon, c'était quand même assez scandaleux. Je veux dire que même à titre personnel, je me suis senti blessé en tant que président de la Ligue, toute la Ligue, dans la mesure où, bien évidemment, on est contre l'islamophobie, de même qu'on est contre l'antisémitisme, contre toutes les discriminations. Pour autant, je ne sache pas que nous prônions les thèses des islamistes radicaux et que nous ayons d'ailleurs beaucoup de sympathie, même pas la moindre, pour les islamistes radicaux. Donc voilà, alors après, simplement, on a rencontré le directeur de cabinet de Madame Borne, qui nous a reçus quand même très rapidement.
beaucoup de rétro-pédalage. Apparemment, mais je reste très prudent, les menaces voilées de suppression de subventions n'ont pas été mises en œuvre cette année. Et puis pour terminer par une note optimiste, merci de nous avoir posé cette question. Finalement, M. Darmanin a été un excellent communicant pour la LDH, parce qu'on se préparait à faire une campagne de com qui nous aurait coûté un peu de sous, on n'a pas eu à la faire. Vous avez eu beaucoup de nouveaux sympathisants. Oui, on a eu, on peut dire quand même assez rapidement, de l'ordre de 3000 nouveaux adhérents. 3000 nouveaux adhérents. Donc avec les cotisations correspondantes, voilà. Alors ce sont des gens qui n'ont pas toujours des moyens considérables, donc ce ne sont pas forcément de grosses cotisations. Vous avez eu un soutien en tout cas de la population face à ces attaques. Oui, alors des dons sur le plan et un soutien quand même très très large qui nous a même, je le dis, vraiment surpris très agréablement, parce qu'on a eu beaucoup de soutien dans beaucoup de milieux, y compris des milieux qui ne sont pas forcément considérés comme étant proches de nous. Donc non. Et c'est là où on voit qu'il y a dans ce pays, fort heureusement, parce qu'on est trop dans le défaitisme d'une arrivée annoncée et qui paraît maintenant, certains la pensent inéluctable, je crois qu'il ne faut surtout pas penser ça. Il y a dans ce pays des forces vives, des forces démocratiques, on les a vues avec nous, et c'est celles-là qu'il faut vraiment unifier, rassembler et mener au combat. La Ligue n'y parviendra pas seule, mais avec vous et beaucoup d'autres, espérons que on pourra enrayer l'inéluctable. Ça commencera le 23 septembre, nombreux dans toutes les villes de France et en l'occurrence sur Paris. Donc il faudra effectivement répondre présent, oui, tout à fait. Les violences policières et contre le racisme. Ça concerne pas uniquement les gens des quartiers. Les Gilets jaunes ont pu constater que ça touche également les personnes vivant dans les milieux ruraux. Donc tout le monde est concerné. Voilà. Ouais. Merci à vous pour votre participation à Merci de votre invitation. débat. Merci à vous. Bien. Merci.